Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous allons essayer de mieux comprendre la notion d'équilibre en physique mécanique. Ce concept, qui représente un des piliers de la physique moderne, est utilisé dans de nombreux domaines des sciences. Pour mieux cerner cette notion, nous pouvons diviser la physique mécanique en trois catégories. La statique représente l'étude des systèmes dans un état de repos. Ici, la notion de repos signifie uniquement qu'un corps ne subit aucune accélération résiduelle. Ainsi, une personne vautrée dans son canapé en train de jouer à Fortnite sera dans un état de repos malgré le fait que la Terre et nous-mêmes nous déplaçons à une vitesse de plus de 100 000 km/h dans son mouvement par rapport au Soleil. La cinématique représente l'étude des mouvements. Ce domaine permet de prédire les trajectoires et les états sans prendre en considération les causes du mouvement. Par exemple, on lance une brique en l'air au-dessus de notre tête et on peut calculer le temps que nous pouvons attendre avant de commencer à courir. Finalement, la dynamique permet d'étudier les mouvements en considérant les causes qui y sont à l'origine. Par exemple, en connaissant la force de friction entre des plaquettes et les disques d'un système de freinage, il est possible de déterminer la courbe de décélération d'un véhicule. Cette vidéo a pour objectif de vous introduire au domaine de la statique et toutes les notions qui en découlent. On peut toujours décomposer un mouvement en deux transformations primitives, la translation et la rotation. Et pour qu'un système soit à l'équilibre, il doit respecter deux critères. Dans un premier temps, il doit exister un équilibre de translation. Ainsi, le système ne doit subir aucune accélération dans la direction des X, des Y et des Z. Cette première condition est décrite par la première loi de Newton qui stipule que la somme des forces appliquées sur un système doit être égale à 0. Dans un second temps, il doit exister également un équilibre de rotation. Pour ce faire, la somme des moments de force en n'importe quel point de l'espace doit être nulle. Ces deux équilibres représentent le principe fondamental de la statique. Pour résumer, il stipule qu'un corps est en équilibre statique dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire qu'il ne subit aucune accélération, que si la résultante des forces et des moments de force est nulle. Maintenant que nous comprenons un peu mieux la notion d'équilibre des systèmes mécaniques, il est important de comprendre comment l'utiliser dans les différents domaines des sciences et du génie. L'étude des systèmes à l'équilibre va nous permettre de calculer les forces nécessaires au maintien de cet équilibre. En connaissant ces forces, il est ensuite possible de concevoir et de fabriquer des systèmes sécuritaires. Ce type d'étude peut également servir à déterminer les conditions limites au maintien d'un équilibre. Par exemple, quelle force minimale doit-on appliquer sur un frigo pour le renverser? Pour résoudre des problèmes d'équilibre, il est important de garder une méthodologie rigoureuse. De cette manière, même les systèmes complexes paraîtront plus simples à étudier. La première étape dans la résolution d'un problème de statique est la réalisation d'un DCL. Cet acronyme signifie diagramme de corps libre. Il représente une étude graphique du système étudié. On peut décomposer sa création en plusieurs étapes importantes. La première est évidemment de déterminer quel va être le système à étudier. Dans cet exemple, on peut se poser la question « Quelles sont les forces qui maintiennent cette fille en équilibre sur la branche ?» Dans ce cas, il est possible de ne considérer que la fille dans notre système. Poussons un peu le raisonnement et essayons de comprendre pourquoi la branche permet de supporter la fille qui est assise dessus. Dans une telle situation, la branche représente l'objet d'étude et la falaise ainsi que la fille sont des éléments extérieurs qui vont agir sur le système. Finalement, il est possible de combiner des objets dans un même système. Ici, il est important de comprendre que les interactions entre les objets d'un même système s'annulent. Par exemple, la force de contact exercée par la fille sur la branche annule la force exercée par la branche sur la fille. La deuxième étape dans la réalisation d'un diagramme de corps libre est la schématisation de celui-ci. On essaye ici de trouver la géométrie qui représente au mieux le système. Dans le cas où toutes les forces sont concurrentes, il est possible de schématiser le système par un point. Dans ce cas, aucune des forces exercées sur le système ne pourra induire un moment de force. Dans une situation où il n'est pas possible de regrouper les forces en un point, on peut essayer de réduire le système à son essentiel. Dans certains cas, les changements de géométrie ou les épaisseurs ont une importance dans le calcul des moments. Ici, on aurait pu simplement représenter la branche par une ligne plutôt que de représenter fidèlement la branche, mais gardons cette subtilité pour plus tard. Ensuite, on doit modéliser tous les efforts extérieurs qui s'appliquent sur le système. Ici, le champ gravitationnel exercé par la Terre sur la branche est un effort extérieur. On le modélise par le poids qui s'applique au centre de gravité de la branche. La fille, qui ne fait pas partie du système, exerce également une force sur la branche. Finalement, la branche est solidement ancrée dans la falaise. Cet exemple particulier d'ancrage ou de liaison est un encastrement. Ce dernier bloque tous les degrés de liberté en translation et en rotation en exerçant une force d'opposition en X et en Y, mais également un moment, ou plus précisément un couple, qui empêche la rotation. Comme nous l'avons mentionné juste avant, nous aurions également pu schématiser la branche par une ligne droite et faire glisser les forces selon leur ligne d'action. Finalement, on peut, au besoin, terminer en ajoutant les informations importantes qui peuvent nous être utiles. Ainsi, on peut commencer par nommer les différents points du système pour nous aider à mieux le décrire.
Il est également utile d'inscrire les mesures et les angles connus qui peuvent nous aider à calculer les moments de force ou à décomposer les forces. Pour terminer, on peut ajouter la grandeur des forces afin de plus facilement visualiser les inconnus. Maintenant que nous avons une belle représentation graphique de l'état de notre système grâce à notre diagramme de corps libre, il va falloir passer à une étude un petit peu plus quantitative. Pour pouvoir faire des calculs sur les forces, ou plus précisément sur des vecteurs, nous allons avoir besoin d'un repère. L'exemple d'ici représente le cas d'un bloc sur un plan incliné. Sur ce paquet cadeau, on retrouve le poids, la force normale et la force de frottement. On peut toujours placer un repère XY avec l'axe des X placé horizontalement. Dans cette situation, la force de frottement est inclinée avec un angle alpha par rapport à l'axe des X. La normale est également inclinée du même angle alpha, mais par rapport à l'axe des Y. Pour faciliter les calculs, il est parfois utile d'incliner le repère pour faire correspondre le maximum de force avec les axes du repère. Pour ce système, on se rend compte que si l'on fait pivoter le repère d'un angle alpha, la force de frottement est alignée avec l'axe des X et la normale est alignée avec l'axe des Y. Dans ce repère, seul le poids est incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe des Y. Comme nous l'avons déjà introduit au début de cette vidéo, le principe fondamental de la statique décrit l'état d'équilibre d'un système, et nous avions séparé les équilibres en deux situations bien distinctes. Intéressons-nous dans un premier temps à l'équilibre de translation. Le principe fondamental de la statique stipule qu'un système est à l'état d'équilibre de translation si la résultante des forces qui s'y appliquent est nulle. Dans deux dimensions, cela se caractérise par deux équations d'équilibre. Prenons notre exemple et faisons la somme des forces selon l'axe des X. Attention, les équations d'équilibre sont écrites selon le repère que nous avons décrit précédemment et il doit être commun aux deux équations. Nous avons donc la somme des forces en X qui par définition doit être égale à 0, mais aussi égale à la grandeur de la force de frottement moins la composante en X du poids, qui vaut le poids multiplié par sinus alpha. De la même manière, la somme des forces en Y qui doit être égale à 0 vaut la grandeur de la normale moins la composante en Y du poids. Ainsi, en connaissant le poids de l'objet et son inclinaison, il est possible de déterminer quelle doit être la force minimum de friction pour empêcher l'objet de glisser, ainsi que la grandeur de la normale. Dans l'exemple que nous venons de réaliser, nous n'avons pas considéré les moments. Prenons un exemple où nous désirons étudier un équilibre de rotation. Dans cette situation, le camion peut basculer en avant à cause du poids de l'objet, ou alors en arrière à cause de son propre poids. On peut simplifier la situation en considérant que le camion peut basculer autour d'un point de contact unique par là où passe la normale. Ici, pour que le camion soit à l'équilibre, il faut que le moment induit par l'objet soit égal au moment induit par le poids du camion. Cette égalité correspond au principe fondamental de la statique qui stipule que la somme des moments qui s'appliquent sur un système est nulle. Plus précisément, dans cet exemple, on peut écrire que la somme des moments au point B est nulle et qu'elle est également égale à la distance BC multipliée par la grandeur du poids du cadeau, moins la distance AB multipliée par le poids du camion. Ici, le moment induit par le poids est négatif car il a tendance à induire une rotation dans le sens horaire. Pour plus de détails, vous pouvez regarder notre deuxième épisode qui traite des moments de force. Pour terminer, il faut bien comprendre qu'un système sera à l'équilibre uniquement si les équilibres de translation et de rotation sont respectés. Ainsi, dans cet exemple, il est également possible d'écrire une deuxième équation qui caractérise l'équilibre de translation selon l'axe des Y. Avec ces deux équations, il est possible de déterminer deux inconnus. Donc, en connaissant le poids du camion, il est possible de déterminer quelle charge doit être appliquée pour que le système soit à l'équilibre, ainsi que la force normale. Voilà, ce troisième épisode tire à sa fin. Avec le temps et un peu de pratique, vous verrez que la notion d'équilibre est relativement facile à appréhender. Rendu là, je suis persuadé que vous vous demandez probablement ce qu'il peut y avoir dans cette boîte cadeau. Je pourrais l'ouvrir, mais ça serait absolument pas drôle et trop gentil. Deux choses qui ne me ressemblent pas du tout. Alors je préfère vous dire au revoir maintenant et vous laisser avec une envie insatiable de tout savoir.